Bonjour, bonjour. Et la voilà, je sais même pas. Hmm? Bonjour comme un dimanche. Hein? Un dimanche, on dit toujours pour les croyants, c'est le jour où Dieu est là, c'est le jour de repos de Dieu. Et que pour ceux qui croient en Dieu, c'est le jour de rassemblement. Donc, bonjour à tous ceux qui sont à l'église, ceux qui sont en train de prier. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui croient en Maman Olga. Bonjour au peuple de Mpangala. Bonjour au peuple de la Fédération Congo. Bonjour au Congo. Bonjour aux matriotes, aux manafricains, aux manafricains. Bonjour à tous. Bonjour le Conseil fédéral. Bonjour, bonjour. On est dans la joie parce que la vérité ne fait que triompher. La vérité ne fait qu'arriver. On peut tout cacher, mais on ne peut pas cacher la vérité. On peut tout faire, mais la vérité, elle est têtue, elle finira toujours par triompher. L'histoire, on peut aussi falsifier l'histoire, mais les vérités sont toujours là parce que l'histoire, on ne la construit pas seule. L'histoire, elle est toujours faite des personnes, des individus différents et tout. Donc, dans tous ces individus-là, tout le monde n'est pas toujours complice et tout le monde n'est pas toujours d'accord. Donc ce matin, mes chers matriotes, les peuples Congo, tous ceux qui suivent Maman Olga, les enfants de Maman Olga, la jeunesse Congo, les mamans Congo, partout dans le monde que vous êtes, je vous dis bonjour. Et je vous dis, je vous adore parce que vous êtes là, vous êtes ma force, la force de la Fédération Congo, ce 55e pays que nous avons créé ensemble pour éviter les massacres et la disparition de notre peuple. Alors, cher Congo, nous devons être concentrés et nous devons être vraiment, nous devons être aux aguets. Nous devons quitter la distraction parce que la distraction ne va nous emmener nulle part. Nous devons se concentrer à notre histoire et à la conquête de nos terres, de nos territoires, de nos biens, les biens qui nous est cher, c'est cette nation Congo que les Occidentaux ont divisé pendant la conférence de Berlin, hein, la conférence de Congo dite Berlin. Je reviens toujours avec, avec cette histoire. Hein, dans cette histoire, je reviens toujours, comme on dit toujours, le criminel revient toujours à l'endroit de son crime. Et comme nous aussi, on revient toujours dans notre histoire. Ce que je vais vous passer ce matin, c'est les évidences de ce qui avait commencé depuis longtemps, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, de la colonisation à l'indépendance, de l'indépendance à la démocratie, de la démocratie au terrorisme aux djihadistes. Tout cela était déjà, euh, planifié depuis la nuit de temps. Donc, nous les Africains, si on ne se met pas d'accord, si on ne se concentre pas et on ne consacre pas notre temps à connaître vraiment notre histoire et à cibler nos ennemis, nous allons aller dans la distraction et nous allons finir par être comme les Indiens ici en Amérique qui n'ont plus de terre, qui sont maintenant locataires dans leur propre terre, qui sont obligés de recevoir les miettes qu'on leur donne parce que les autres, parce que quand on prend un Américain, il n'y a pas un Américain de souche. Les Américains, tous viennent de quelque part. Les Blancs sont venus en pèlerinage, les Noirs sont venus en esclavagisme, qu'on avait été chercher chez nous en Afrique. Donc, l'Amérique est constituée des étrangers. Voilà la vraie histoire. Les étrangers qui sont venus avec les armes, avec la brutalité pour conquérir les terres des Indiens. Donc là, je vais vous passer un documentaire, je vais vous passer l'histoire. Peut-être, comme vous savez, quand je viens avec l'histoire vraie,
on censure ma vidéo, on censure ma vidéo. Donc, on va parler de copyright. Alors que je vous passe beaucoup, je fais beaucoup de mes vidéos toujours avec les images qui existent déjà et que je ne falsifie pas. C'est pas avec des robots, c'est pas avec des dessins animés, c'est pas avec des marionnettes, mais c'est avec les faits vrais que je vous emmène, les preuves, les évidences. Mais quand ces évidences-là et cette vérité-là va toucher le fond, on censure ma vidéo. Donc, voilà, je vais essayer de vous passer ce documentaire qui dure qui dure 1 heure qui dure 1 heure et quelques minutes. Et donc voilà, vous allez tous entendre ça parce que vous aimez tellement entendre dans le vrai bon français, parce que c'est un Occident, c'est un Français qui l'explique. Vous allez comprendre ça parce que vous êtes tellement complexé avec les langues étrangères de Molière ou de Shakespeare. Vous êtes tellement complexé à ça. Quand on vous parle la vérité, quand on vous dit la vérité dans la simplicité, dans notre connaissance de la langue de Molière que nous connaissons, vous êtes tellement complexé. Elle ne sait pas ceci, elle ne sait pas. Moi, je ne suis pas venue là pour faire la compétition de langue française ou de l'anglais ou de quoi. Je suis venue là pour vous passer le message, pour vous apporter le message et la vérité, pour réveiller vos consciences, pour vous motiver, vous sensibiliser. Je ne suis pas dans la dénonciation, comme je dis, nous avons déjà dépassé l'étape de la dénonciation, mais nous sommes là pour venir réveiller vos consciences, que tout Africain, tout peuple, parce que c'est même pas seulement des Africains, parce que même les Européens ont été mentis, les Français ont été mentis, parce que c'est un groupe de gangsters qui sont réunis ensemble pour emmener, pour dominer le reste du monde. Donc voilà. Mais avant de commencer, je vais commencer par dire bonjour à mes enfants, bonjour à mes parents, bonjour à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, mes frères, sœurs, partout dans le monde où vous êtes, mes sœurs de Paris, mes sœurs de partout où vous êtes, à Toulouse, dans l'île de la France, en Italie. Partout où vous êtes, je ne vous oublie pas parce que je sais que nous conversons en dehors de l'écran, hein, en dehors des réseaux sociaux. Mais ceux qui sont là, ceux qui cherchent à converser avec moi en ce qui concerne notre pays, en ce qui concerne la lutte que nous menons, n'hésitez pas d'aller sur mon email qui est fedcongo2021@gmail.com. fedcongo2021@gmail.com. Voilà. Donc, Sylvie, je t'ai déjà donné l'email, je t'ai envoyé le lien pour la pétition. Tous ceux qui veulent la pétition, allez me répondre dans cet email et je vais vous envoyer le lien pour signer votre pétition. Et donc, sur la page de pétition, vous pouvez, 27 personnes peuvent signer. Donc, quand je vous envoie la pétition, le lien, vous pouvez faire signer toute votre famille. Et voilà, c'est comme ça que nous allons aller de l'avant parce que nous devons être forts. Notre armée doit être forte pour combattre l'impérialisme, le néocolonialisme, pour combattre nos ennemis qui avaient fait leur plan machiavélique depuis longtemps pour faire disparaître la race noire, la race africaine. Donc voilà mon cher ou ma sœur FN 4621, bonjour, je regarde. Moi, Simoyindo, bonjour à toi. Blaise Malanda, bonjour à toi, toujours présent. Semi Douma, bonjour à toi. User-LH2WC4GM7Y, bonjour à toi. Sylvie André, bonjour à toi. Je vais aller voir encore les autres. Parce que je ne vais pas vous oublier. Vous êtes là toujours présents.
Euh, Solange Anthony, bonjour à toi. Euh, Merlène Nyombo, qu'est-ce que je peux dire de toi? Hein? Un soda aussi aux aguets, toujours présente, toujours hein, droit dans ses bottes. Qu'est-ce que je pourrais dire? On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, Merlin, on est ensemble. Oh, le gouverneur de Niadi, on est ensemble, tu sais. Ouais, en dehors de là, on est toujours ensemble. Hein? Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais aller encore. Euh, je vous dis que je ne vous oublie pas. André Kiala, bonjour à toi. Euh, Razmok 621, bonjour à toi. Maman Esther, merci des prières, merci des prières. Voilà, ça, maman Olga est dans sa soutane que vous priez, hein, vous priez là-dessus. Bonjour à toi, maman Esther. Euh, Bonjour à toi, bonjour à vous tous. Je vais aller encore dire, passer le petit bonjour. Bonjour à Nyangui Serge, bonjour à toi. Bonjour à Bill Vigilante. Voilà, c'est toujours ça que je voulais toujours. Bill Vigilante, bonjour à toi. Je sais que tu es présent depuis des années, tu es là. Hein, depuis que nous avons commencé la lutte, tu es là. Parce que tu as cru en, en la lutte de maman Olga. Bon, Sophie, bonjour à toi. Bonjour à toi, Sophie. Bonjour à Ivana Alana. Bonjour à toi parce que je sais que tu es toujours là depuis le premier jour. Tu as toujours été là. Bonjour à Paulin Jacob. Bonjour à Paulin Jacob. Bonjour, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Donc, bonjour, 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 bonjour. C'est le jour de bonjour. C'est dimanche, non? Donc, c'est comme un peu la prière. C'est un peu comme la prière. Bonjour à Irène Villamain. Irène, tu es présente. Irène Villamain, tu es là. Hein? Bonjour de ton soutien. Merci de ton soutien, de tes encouragements, Irène. Irène, on est là ensemble, ensemble. On va nulle part, toujours, toujours debout. Personne ne va nous faire reculer. Nous avons déjà atteint l'attitude. Voilà, voilà donc voilà pour mes salutations et bonjour à ceux qui ne, je n'ai pas cité le nom, mais je ne vous oublie pas. Comme je dis, je vais toujours dans les commentaires, je vous regarde. Vous avez vu, Irène, je sais que tu nous suis depuis longtemps. Bon, Merlène, toi, je vais dire quoi? Tu es là, hein? Tout le monde le sait d'ailleurs, tout le monde connaît ta position. Hein? Et Ilana, je sais que tu es toujours là, tu es là depuis longtemps. Et bonjour, tu vois, bonjour. Donc, on vous suit. Si vous avez des propositions, parce qu'on n'est pas là seulement à vous dicter, hein. Nous ne sommes pas des dictateurs, nous sommes là pour construire, pour avancer ensemble. Donc là, voilà, aujourd'hui, je ne vais vraiment pas passer tout le temps à vous donner mon avis ou à analyser ou à vous dire ce qu'il faut faire, mais nous allons dans l'histoire. Hein? Là, nous sommes dans une classe de l'histoire. Comme ça, nous allons comprendre ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. La continuité de l'esclavagisme. La traite négrière n'avait jamais été abolie. Donc, voilà, les vérités. Aujourd'hui, vous allez entendre les vérités. Vous allez entendre les vérités et vous allez voir les évidences que l'Occident vous cache et que l'Occident n'aimerait jamais que vous puissiez voir et entendre. Donc, de cette vérité de la colonisation à l'indépendance, au pillage de nos terres, au massacre de nos peuples, à l'extermination, au plan de l'extermination de nos peuples, à la protection des génocidaires comme des Sassou Nguesso, comme des Kagame, tous ces éléments qu'on a essayé de déplacer dans le monde africain pour assassiner les peuples africains, le bâton qui a changé de main
l'esclavagisme qui a changé de tête, qui a changé de mode opératoire du blanc au noir pour faire comprendre que c'est le noir, c'est des guerres tribales, alors que c'est des guerres qui provoquent, c'est des guerres pour protéger les intérêts des Occidentaux. Alors, je ne vais pas tarder, continuer parce que le truc, il est, l'évidence est tellement, elle est, la vidéo est longue, mon bras va me faire mal, mais je vais essayer de tenir mon bras vraiment comme il faut. Donc voilà, vous allez entendre les vérités que vous n'entendrez jamais, jamais. Voilà. Voilà, ce sont les scandales, l'histoire, le titre d'ailleurs, moi je vais vous montrer, mais vous pouvez toujours aller voir ça si vous tapez. C'est la scandaleuse, l'histoire de la France en Afrique. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de la France, c'est l'histoire occidentale en Afrique. Voilà. Vous êtes prêts? On va tous voir ça. Travailler. C'est l'histoire d'un empire qui refuse de disparaître. Un récit qui connecte certains des plus grands événements de l'histoire. Ces scandales, autant politiques, financiers que sexuels. Ces guerres, ces secrets, ces mensonges. Le pouvoir, le pétrole, l'argent. C'est l'histoire d'une corruption massive, érigée en véritable système. Un système international qui est toujours actif aujourd'hui. C'est De Gaulle, c'est Chirac, Mitterrand, c'est Sarkozy et presque tous les autres. D'une manière, c'est l'histoire de la Ve République, mais aussi une démonstration cynique de comment fonctionne vraiment le monde derrière les rideaux. C'est un récit caché qu'on raconte du bout des lèvres. Mais aujourd'hui, chers amis, voici l'histoire entière et non censurée de la France-Afrique. Exactement. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Merci à notre partenaire fidèle Conflict of Nations de s'être associé à nous pour cette vidéo. Conflict of Nations, c'est un jeu de stratégie PVP en temps réel, totalement gratuit, qui se joue en ligne. Pour y jouer, choisissez un pays et adoptez la meilleure stratégie géopolitique pour permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Combattez jusqu'à 128 joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Chars, avions, navires, sélectionnez les unités les plus appropriées pour construire intelligemment votre armée. Déclarer la guerre à vos voisins ou former des alliances avec d'autres joueurs. Ce que j'aime bien dans Conflict of Nations, c'est que vous êtes libre de choisir votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde depuis votre ordinateur ou même votre téléphone portable. Et vous pouvez jouer avec le même compte sur ces deux supports. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Cette offre est disponible. Vous allez comprendre pourquoi nous avons des bases militaires. Chez nous, ce n'est pas pour venir protéger les Africains. Les bases, nous avons des bases françaises, qu'est-ce que j'ai dit, les bases noires ou quoi? Vous allez comprendre pourquoi nous avons des bases militaires étrangères chez nous. Et là, aujourd'hui que je vous parle, il y a une base militaire qui est en train de une des bases militaires au Congo-Brazzaville constituées des Rwandais. Donc, on veut échanger, on veut exterminer les peuples Congo sur leur propre terre pour remplacer avec les Rwandais. Mais les Rwandais sont au service de qui? Au service des Occidentaux. Donc, comprenez. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, d'où vous êtes en train de voir, Denis Sassou Nguesso, Kagame, c'est les maîtres, c'est les chouchous des Occidentaux. Parce qu'eux, ils sont là pour faire le travail de l'extermination. Parce que ce sont des grands criminels, des grands génocidaires, mais à qui on donne la responsabilité, à qui on déroule le tapis rouge pour venir parler, pour venir plaider les causes des Africains. Écoutez ça. Uniquement pendant 60 jours, donc faites vite et lancez-vous dans l'aventure. Nous sommes en 1390, voilà, des centaines d'années avant les grands empires européens. Les navigateurs en provenance de la ville de Dieppe partent à bord de deux grands navires à la recherche d'épices et d'ivoire. Ils tombent alors sur une côte qui regorge de ressources, des épices et de l'ivoire bien sûr, mais aussi tellement plus, notamment du bois et surtout de l'or. En fait, l'or
est si abondant dans la région qu'on l'appelle la côte de l'or, sur les rives de ce qui deviendra plus tard le Ghana. Les Français installent un fort qu'ils appellent la mine. Or, en Europe, la France et l'Angleterre sont au milieu de la guerre de 100 ans. La route commerciale vers l'Afrique est donc perturbée. Les Français abandonnent leur comptoir africain. C'est seulement des décennies plus tard que les Portugais, forts d'un nouvel empire maritime, récupèrent la mine, ou plutôt Elmina. Rapidement, les puissances européennes veulent imiter le Portugal et ouvrent une série de comptoirs un peu partout sur la côte ouest de l'Afrique. Chaque région sa vocation, d'ouest en est. C'est la côte du poivre, la côte d'Ivoire, la côte de l'or et bien sûr la côte des esclaves. En un siècle, les Européens vont y construire près de 80 comptoirs fortifiés. Les Européens qui découvrent l'Afrique sont aussi émerveillés que confus. Car d'une part, ils découvrent des sociétés où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. En fait, les missionnaires chrétiens rencontrent un problème. Ils sont carrément incapables de convaincre les populations locales de l'existence de l'enfer. D'un autre côté, ils observent aussi des guerres sanglantes où les vaincus sont souvent réduits à l'esclavage par les vainqueurs. Rapidement, ils comprennent qu'ils peuvent tirer avantage de cette hostilité entre les différents peuples afin de se procurer des esclaves en grand nombre directement auprès des locaux. Ainsi, le plus souvent, les esclaves sont capturés par les populations locales puis livrés aux Européens en échange de perles, de fusils, d'alcool et d'une variété de produits. Tout le système est érigé en véritable industrie. Chargés comme une marchandise sur les négriers européens, ces esclaves sont envoyés un peu partout à travers le monde. Dans le cas de la France, ils sont surtout envoyés aux Caraïbes et dans les Antilles afin de travailler sur les plantations de sucre et de café. Entre 1551 et 1875, environ 1 380 000 Africains ont été embarqués sur des navires français afin de traverser l'Atlantique. 80% sont chargés à destination de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. C'est le fameux commerce triangulaire. Et ça, il est important de le comprendre. Si certes, les puissances européennes sont intéressées par l'Afrique, pendant plus d'un siècle, elles sont surtout intéressées par l'Amérique, les Caraïbes et les Antilles, bref, tout ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Les raisons sont stratégiques et politiques, mais aussi technologiques et logistiques. La vérité, c'est qu'à ce moment, il est pratiquement impossible pour les Européens de pénétrer le continent africain de manière significative, notamment en raison des maladies. Ainsi, le plus gros de l'Afrique reste longtemps une terre mystérieuse et inconnue des Européens. Or, les choses s'apprêtent à changer, car en Europe, les machines à vapeur se multiplient. La science médicale progresse à une vitesse effarante. Et avec l'arrivée du train et du télégraphe, le monde est de plus en plus connecté. C'est le début de ce qu'on appellera la révolution industrielle. Soudainement, l'Afrique n'est plus aussi impénétrable. Ses richesses naturelles sont de plus en plus convoitées afin d'alimenter les industries européennes qui demandent toujours plus de matières premières. C'est dans ce contexte que les puissances européennes multiplient les expéditions afin d'explorer et de coloniser le continent africain. De manière générale, la colonisation de l'Afrique est menée pour des raisons de prestige ainsi que pour des motivations économiques, c'est-à-dire pour extraire les ressources africaines, sans équivoque. C'est-à-dire, il existe aussi une certaine vision à travers l'Europe, postulant qu'il est presque un devoir de coloniser l'Afrique afin de lui apporter la lumière de la civilisation. D'abord sous la gouverne de Napoléon III, qui souhaite marcher dans les pas de son oncle célèbre, la France s'est à nouveau déterminée à ajouter des pierres à l'édifice colonial. En seulement quelques années, la superficie de l'Empire est triplée. L'influence française est de plus en plus forte en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne, sans parler du Vietnam, du Cambodge, du Congo, de la Guinée. Bref, devant cette expansion rapide de l'Empire français, l'équilibre de la force est compromis en Europe. Et bien sûr, les autres puissances coloniales sont inquiètes. Pour le Royaume-Uni et l'Allemagne, notamment, il ne faudrait surtout pas céder les ressources de l'Afrique à la France. À mesure où les puissances européennes s'étendent sur le continent africain, les désaccords se multiplient et la tension monte. Les Portugais, les Allemands, les Austro-Hongrois, les Britanniques, les Belges, les Italiens, les Néerlandais, les Russes, Norvégiens, Suédois, Danois, Français. Ça commence à faire beaucoup de monde. Devant cet intérêt grandissant, fin 1884, le chancelier allemand Bismarck convoque toutes les puissances coloniales à une grande conférence à Berlin afin d'établir ensemble les règles du jeu. Il convient notamment que toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. La consigne est donc claire. Prenez tout ce que vous pouvez, à la seule condition que notre Européen ne s'y trouve pas déjà.
La France obtient le contrôle de territoires immenses en Afrique de l'Ouest et en fait, elle émerge largement gagnante de la conférence de Berlin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chancelier allemand Bismarck vient tout juste de conquérir la région française d'Alsace-Lorraine et secrètement, il essaie d'apaiser la France avec des concessions sur l'Afrique. Il ne sait pas encore, mais ses espoirs sont vains. C'est alors le début de ce qu'on appellera la ruée vers l'Afrique. En seulement quelques années, le taux d'occupation du continent par les Européens passe de 10 à 90%, alors que nombre de colonies sont établies. La manière dont celles-ci sont administrées varie énormément. Chez les Britanniques, pour maintenir le contrôle politique sur les colonies aux quatre coins du monde, on instaure typiquement un système basé sur la collaboration et l'intégration des autorités locales. C'est la doctrine de la souveraineté indirecte. Chez pas mal tous les autres, donc les Portugais, les Belges, les Allemands, les Français, on exerce une doctrine diamétralement opposée, en prenant bien soin d'assigner des militaires, des politiciens et des fonctionnaires issus de la métropole, afin de mieux assimiler les populations locales. C'est ce qu'on appelle la souveraineté directe, un mode de gestion hautement centralisé, dirigé depuis l'Europe. C'est une différence absolument fondamentale dans l'architecture sociale des colonies, dont les conséquences sont à plusieurs égards toujours visibles aujourd'hui. Autour de 1910, les puissances européennes commencent à nouveau à se piler sur les pieds en Afrique, mais aussi en Europe. Malgré les espoirs de Bismarck, la vieille question de l'Alsace-Lorraine n'est toujours pas réglée. La France en veut à l'Allemagne et la tension est à son comble entre les grands empires européens. Le 28 juin 1914, quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique, alors que la France, elle, tente d'enfin reconquérir l'Alsace aux mains des Allemands. Ça y est, c'est la guerre. On s'attend à un conflit court et expéditif. Or, les choses dégénèrent. Avec des colonies partout dans le monde, la guerre se mondialise. C'est la première guerre mondiale. Lorsque la poussière retombe, l'Allemagne et ses alliés sont battus. Donc les colonies allemandes en Afrique sont réparties entre les vainqueurs. La France hérite ainsi du Togo et d'une partie du Cameroun. Dans la foulée de ces acquisitions, Paris crée 3 nouvelles colonies. Le Niger, le Soudan français, aujourd'hui le Mali, et la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. C'est alors l'apogée de l'empire colonial français. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la France fait essentiellement ce qu'elle veut à travers l'Afrique et une bonne partie de l'Afrique du Nord, un territoire immense aux ressources naturelles abondantes. En 1931, on organise une grande exposition pour démontrer aux Français les avantages et les bienfaits de l'empire colonial. C'est l'exposition coloniale de Paris. Plus de 8 millions de visiteurs découvrent les colonies françaises à travers une série de pavillons construits à grands frais, mariant l'exotisme et l'extravagance. Même si l'avenir semble radieux pour le colonialisme français, au niveau politique, les choses commencent à se compliquer. D'abord, le communisme est de plus en plus populaire chez les classes ouvrières, alors que l'impérialisme associé au capitalisme est critiqué par la gauche et certains intellectuels. Ensuite, l'Allemagne se relève rapidement de sa défaite militaire portée par un certain Hitler, qui a lui-même combattu contre les Français et qui rêve d'une grande vengeance allemande. Au lendemain de la guerre, les puissances coloniales sont complètement ruinées. L'Europe est en décombre. Les besoins matériels sont absolument immenses et la question du maintien des colonies est donc plus brûlante que jamais. Pour certains, c'est une véritable trahison du principe de liberté pour lequel on prétend avoir combattu la guerre. Encore plus, nombre d'Africains se sont battus aux côtés des Alliés. Ils estiment maintenant avoir le droit d'être traités par les Européens comme des hommes à part entière, avec tout le respect et la dignité que ça implique. De plus en plus, dans les coulisses, il semble que l'Afrique entière murmure les mêmes mots. Indépendance, liberté. Bon, bien sûr, les dirigeants français voient les choses autrement. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire outre-mer afin de récupérer son statut de grande puissance. Mais aussi, c'est le début de la guerre froide. Et l'influence communiste s'étend rapidement à travers le monde. Dans ce contexte, hors de question d'abandonner l'Empire, même s'il est déjà très clair que la France nage à contre-courant de l'histoire. En plus des ambitions de liberté, les Américains mettent énormément de pression sur la France et le Royaume-Uni pour qu'ils renoncent à leurs colonies. Voyant l'opportunité de s'établir sans équivoque comme première puissance mondiale, les États-Unis veulent démembrer les empires coloniaux, surtout britanniques et français, notamment car ils font barrière à l'expansion des intérêts américains. S'ils réussissent à forcer les Britanniques, de Gaulle, lui, résiste.
Plutôt que de mettre fin à l'Empire et au colonialisme, ils souhaitent le perpétuer, seulement à travers une formule plus moderne et mieux camouflée, pour éviter que les Américains imposent une commission internationale pour déterminer l'avenir des colonies françaises. Le général décide de jouer un coup d'avance et d'expédier la question, en convoquant lui-même une conférence avec les représentants des colonies, la conférence de Brazzaville. De Gaulle propose alors un renouvellement de la relation avec la France qui s'avère largement superficielle. En fait, devant ceux qui lui réclament le droit à l'indépendance, il ferme la porte et lance la clé lorsqu'il déclare que toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire, la constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies, est à écarter. Le message est plus que clair. Ceux qui veulent l'indépendance devront se battre, car la France a toutes les intentions de protéger son empire, coûte que coûte. En fait, presque immédiatement, la France passe de la parole aux actes. En mai 1945, des milliers d'Algériens se rassemblent dans les rues pour célébrer la victoire des Alliés, mais aussi pour revendiquer leur droit à l'indépendance. Aux côtés du drapeau français, certains affichent ce qu'ils appellent le drapeau algérien. Les autorités françaises exigent qu'on le retire. Un policier tente d'arracher le drapeau. C'est la bousculade. Et pour dompter la foule, la police ouvre le feu. Un jeune de 26 ans qui portait le drapeau est tué. C'est maintenant une émeute. Manifestants enragés contre la police se retournent contre les Européens avec une violence innommable. Environ 100 d'entre eux sont tués. De Gaulle envoie l'armée. Et lorsqu'ils arrivent en Algérie, on leur fait regarder les cadavres des Européens. Le préfet français leur promet alors: quelles que soient les bêtises que vous commettrez, je les couvrirai. Messieurs, vengez-vous. Les mois qui suivent sont sans aucun doute parmi les plus sinistres de toute l'histoire de l'Algérie, alors que l'armée française engage une répression d'une brutalité sans pareille. Des dizaines de milliers de musulmans sont tués. Certains disent 20 000, d'autres 40 000. Une chose est sûre, les cadavres des Algériens s'empilent si vite qu'il devient impossible de les enterrer. On les jette au fond des puits, dans les gorges de Kerata ou dans d'énormes charniers. Ça aussi, ça devient un problème parce qu'assez rapidement, le reste du monde entend parler de ces charniers. On commence à poser des questions. Donc, pour cacher les preuves, les Français déterrent les cadavres et les font brûler dans un énorme four à chaud. Pendant 10 jours, 17 camions alimentent le four crématoire La Vie, qui brûle sans arrêt. En dehors de l'Algérie, ce scandale demeure largement inconnu, car éclipsé par les célébrations du 8 mai. Pourtant, il est absolument essentiel pour comprendre les années qui suivent, non seulement en Algérie, mais aussi partout à travers l'Afrique. La France ne le sait pas encore, mais par sa répression brutale et violente du mouvement nationaliste, elle vient de semer la graine de ce qu'on appellera bientôt la guerre d'Algérie. Un peu partout à travers l'Afrique, des épisodes similaires se produisent, notamment à Madagascar, alors qu'on déplore plus de 30 000 morts. Donc il devient très clair qu'il faut trouver une solution durable au problème des colonies. C'est alors que Paris crée l'Union française, une sorte de changement de logo pour l'empire colonial. En théorie, sur papier, tous deviennent citoyens, donc égaux devant la loi. En réalité, les colonies restent largement subordonnées à la France. Sans surprise, en Afrique, les leaders nationalistes sont frustrés par cette nouvelle manœuvre politique qu'ils interprètent comme rien de plus que de la gesticulation de la part de Paris. Ils convoquent alors leur propre congrès pour discuter de la question nationale et de l'avenir politique de l'Afrique. La France panique et tente d'empêcher la tenue du congrès. Malgré la pression de Paris sur les invités, environ 800 délégués de différents partis africains se joignent au fameux congrès de Bamako. Ensemble, ils affirment leur volonté d'être enfin libres de toute forme de colonialisme. Ils donnent alors naissance au Rassemblement démocratique africain, ou RDA, un ensemble de partis politiques à travers plusieurs colonies qui veulent tous la même chose, la liberté. Les cellules liées au RDA apparaissent presque partout à travers l'Afrique francophone et les dirigeants français craignent sérieusement un effet domino, balayant les colonies africaines. Pire, face au discours d'égalité, de dignité humaine et d'anti-impérialisme, Paris soupçonne que plusieurs politiciens affiliés au RDA sont en fait des communistes. Et si c'est avéré dans certains cas, la majorité veut en fait maintenir des liens privilégiés avec la France. La plupart furent éduqués dans les universités françaises et lisent des auteurs français. Ils ont une admiration sans borne pour la France. Ce qu'ils veulent, c'est surtout équilibrer les rapports avec Paris. Or, dans le contexte de la guerre froide, ce genre de nuances échappe aux dirigeants français. Pour eux, il faut neutraliser le mouvement nationaliste. Point final.
Les services secrets français intensifient leur campagne contre ces mouvements à travers des centaines d'assassinats Vous avez politiques vu? et une multitude d'opérations clandestines du service Action du SDECE. Les indépendantistes sont emprisonnés et torturés alors que les élections sont systématiquement truquées, parfois de manière si flagrante que c'en est carrément embarrassant. En Algérie, en Tunisie et au Maroc, les morts civiles se comptent par milliers. Des centaines de personnes sont assassinées froidement par une organisation terroriste supposément formée par des Européens opposés aux indépendances. On l'appelle la Main Rouge. Attentats à la bombe, assassinats, enlèvements, torture. La Main Rouge vise tous ceux qui sont associés à l'indépendance et qui menacent les intérêts coloniaux, peu importe leur statut. Les militants, bien sûr, mais aussi les avocats qui les représentent et bientôt de simples civils. On apprendra plus tard que la Main Rouge était en fait une fabrication, une couverture des services secrets français pour camoufler les gestes inavouables du fameux service Action du SDECE. En formant une fausse organisation criminelle, soudainement, tout est permis. Parce qu'avec l'appui des États-Unis, le mouvement indépendantiste atteint les Nations Unies. Dans un journal français d'Afrique du Nord, on appelle carrément au meurtre de ses leaders. Oui, il faut en finir, car il en va de la vie des Français, de l'honneur et du prestige de la France. C'est là qu'il faut frapper, aujourd'hui. Tant que vous n'aurez pas accompli ce geste viril, ce geste libérateur, vous n'aurez pas rempli votre devoir. Et devant Dieu qui vous regarde, le sang des innocents retombera sur vous. Une semaine plus tard, le leader tunisien de la résistance est assassiné par un commando sous les ordres de la France. Lorsque sa mort est annoncée à la radio, un énorme mouvement de colère s'empare de la région. Des manifestations monstres, des émeutes et des grèves s'emparent des grandes villes. Pour calmer les violences, la France fait preuve d'une myopie Vous totale allez et d'une comprendre aujourd'hui incompréhension pourquoi la France s'en effarante de prend la région, alors qu'elle au force le Mali, sultan au du Burkina Maroc à Faso partir en et au exil à la Niger. pointe C'est des ça. armes. Cette fois, c'est presque l'entièreté du monde arabe qui s'enflamme contre la France. En Algérie, les émeutes se multiplient, la tension monte rapidement et bien sûr, la France tente une fois de plus de répondre par la force. Elle écrase la Toujours la résistance force. avec toujours plus de rigueur. Or, lorsqu'elle interdit carrément aux nationalistes de se présenter aux élections, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ces derniers se consultent et constatent alors avec résignation que la lutte armée est la seule issue vers la liberté. C'est la naissance du FLN, le Front de Libération Nationale et le début de la guerre d'Algérie. Ce qu'on imaginait initialement comme une simple révolte engagera bientôt plus de 400 000 soldats de l'armée française, sur une population d'environ 10 millions d'Algériens. Plus de 250 000 sont tués et jusqu'à 2 millions sont envoyés dans ce qu'on appelle des camps de regroupement. Bref, les choses dégénèrent et de plus en plus. Il devient clair pour la France que le système colonial est au bord d'une implosion généralisée. En France, la scène politique est en pleine ébullition et tout indique que le point de rupture est imminent. Pour plusieurs, l'avenir du pays se trouve en Europe et non en Afrique. On assiste au premier pas de l'Union européenne et de plus en plus on souhaite laisser derrière le colonialisme. Or pour d'autres, non seulement le prestige de la nation est tributaire de la présence outre-mer, mais encore plus, l'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Le pétrole saharien est la plus grande chance pour la France de redevenir une grande puissance. Déjà coincé entre deux pays indépendants, le pétrole saharien perdrait le seul débouché demeuré sous le contrôle de la France. Il y a plus grave encore. La disparition de l'Algérie, clé de voûte de l'édifice africain, entraînerait la dislocation de l'Union française. Le standard de vie des Français n'échapperait pas aux conséquences de cet effondrement. Être ou ne pas être une grande nation, telle est la question. Voilà. Il paraît donc une division dans la vie politique. C'est l'histoire d'aujourd'hui qui continue. L'armée estime que le gouvernement manque de colonne vertébrale dans son approche face aux colonies, particulièrement dans la guerre d'Algérie. Les officiers en ont assez. Pendant que le gouvernement français est paralysé et vulnérable, il se rassemble en secret et organise l'opération Résurrection. Menée par un certain Jacques Foccart, un proche de Charles de Gaulle, des officiers de l'armée planifient un coup d'État afin de ramener de Gaulle au pouvoir, car le général s'est affiché clairement et résolument en faveur du maintien des colonies et de l'Algérie française. Ainsi, ils sont persuadés que c'est l'homme de la situation. Ils ont l'intention de le réinstaller au pouvoir par la voie légale, ou si nécessaire, par la force. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Ceci vous rappelle quelque chose, non? Peut-être
Comme Macron, le discours de Macron aujourd'hui. Espèce de résurrection. Il est certain que si De Gaulle était amené à assumer, à se voir déléguer des pouvoirs exceptionnels pour une tâche exceptionnelle, dans un moment exceptionnel, évidemment, ça ne pourrait pas se faire suivant les rites et la procédure tellement habituelle que tout le monde en est excédé. Le 13 mai 1958 marque le début du coup d'État. Les putschistes prennent le contrôle d'Alger, puis de la Corse. Face à la menace d'un affrontement militaire français contre français, le gouvernement accepte de se coucher et de remettre les clés du pouvoir au général Charles de Gaulle. Et c'est ainsi que se termine la 4e République. Par un coup d'État alimenté largement par la volonté de s'accrocher à ce qui reste de l'Empire. De Gaulle organise ainsi la naissance de la 5e République. En France, il veut bien sûr transformer les paramètres politiques fondamentaux, mais outre-mer, il veut surtout honorer le mandat qui lui a été donné implicitement par le putsch d'Alger en trouvant un moyen de maintenir le contrôle sur les colonies. Donc, la 5e République est une république putschiste. Il nomme nul autre que Jacques Foccart, l'homme de résurrection, comme conseiller spécial pour l'Afrique. Foccart est un expert des services secrets et des jeux de coulisses qui ne répond à personne d'autre qu'à De Gaulle. Après avoir brillamment manœuvré le retour au pouvoir du général, son nouveau mandat consiste à placer les pillons de la France en Afrique, en jouissant de tous les instruments de l'État, incluant les services secrets, l'armée et les réseaux diplomatiques. Foccart conseille de faire exactement la même chose qu'en 1946, moderniser le rapport politique avec les colonies, mais de manière superficielle, afin de maintenir le contrôle effectif sur les ressources. L'Union française deviendra ainsi la communauté française. Noir sur blanc, la France conserve un contrôle sur tout ce qui compte vraiment, soit la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et le contrôle des matières premières. Pour valider la nouvelle République et cette fameuse communauté française, un référendum est organisé en France et à travers tous les territoires. Pour De Gaulle, il est absolument primordial de garder le contrôle sur l'entièreté des colonies, donc les enjeux sont énormes. D'abord, ceux qui l'ont amené au pouvoir s'attendent à rien de moins, mais encore plus, en pleine guerre froide. L'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient est de moins en moins fiable. L'Égypte de Nasser se rapproche de l'URSS et la France est terrifiée à l'idée de perdre l'accès au canal de Suez. Quand Nasser décide de le nationaliser, les Français et les Britanniques envahissent littéralement l'Égypte avec l'aide d'Israël. L'épisode se termine seulement quand les Soviétiques brandissent la bombe nucléaire et que les Américains menacent de dévaluer les monnaies de la France et du Royaume-Uni. C'est la crise de Suez. Et c'est un point tournant dans la politique énergétique de la France. Alors, les Français savent qu'il y a du pétrole dans le Sahara, en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Soudainement, la convoitise des ressources africaines n'est plus seulement un attribut de l'avarice et de la recherche du profit. C'est une priorité stratégique qui relève carrément de la raison d'État. Voilà donc le contexte critique dans lequel se pose le référendum de 1958. En Afrique, il est impératif qu'on dise oui. Et pour s'assurer d'un tel résultat, De Gaulle s'engage dans une grande tournée à travers les colonies, 20 000 kilomètres en 9 jours. Sur les rives du Congo, à Brazzaville, De Gaulle présente son projet de communauté française, mais affirme que ceux qui veulent l'indépendance peuvent toujours simplement voter non au référendum et que la France ne s'y opposera pas. Partout où il passe, De Gaulle est reçu en héros. Lorsqu'il arrive en Guinée, le 25 août 1958, le leader Sékou Touré l'attend de pied ferme. Il affirme que la Guinée votera oui au référendum du général à une seule condition, que le texte soit modifié pour reconnaître explicitement le droit à l'indépendance. Pour De Gaulle, c'est une surprise, presque une embuscade. Personne ne l'a prévenu. Il répond alors que l'indépendance aurait des conséquences et qu'il faut aussi les considérer. La réplique de Sékou Touré passe à l'histoire. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans le travail. La France le reçoit comme une gifle au visage et le général comme une insulte. Lorsque vient enfin le référendum, la Guinée de Sékou Touré tient parole et dit non à plus de 90%. C'est la seule à choisir l'indépendance. Secrètement, la CIA fait la prédiction que la France va probablement le faire payer très cher à la Guinée afin d'en faire un exemple pour tous les autres. C'est exactement ce qui se produit. Immédiatement, la réaction de Paris est viscérale. Le jour même du vote,
Les troupes françaises sont parachutées pour s'emparer de tous les billets de banque émis par la Banque de France, alors que certains plaident pour une négociation avec la Guinée indépendante. En privé, De Gaulle est intraitable. Il veut aller plus loin. La France intercepte une cargaison de 4000 tonnes de riz destinée à nourrir les Guinéens. Mais laissez-le donc, Sékou Touré, bouffer ses bananes et ses cacahuètes, déclare le général. Il ordonne le retrait immédiat de tous les fonctionnaires et techniciens français avec instruction de ne rien laisser derrière appartenant à la France. L'ordre est appliqué à son extrême mesure. On détruit les bâtiments, on confisque toutes les archives, même les plans pour les égouts. On dévisse les ampoules et on brûle les médicaments. Le gouvernement arrête de payer les pensions des soldats guinéens qui se sont battus pour la France. Il tente même sans succès de bloquer l'adhésion du pays aux Nations Unies. Quand la Guinée crée sa propre banque centrale et lance une nouvelle monnaie indépendante, le franc guinéen, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La France lance l'opération Percy. Organisée par Jacques Foccart, elle a pour objectif de déstabiliser la Guinée par deux fronts, l'argent et les armes. D'abord, il faut provoquer un effondrement économique du pays et ensuite, il faut encourager une insurrection armée contre le gouvernement de Sékou Touré. Les agents du SDECE basés au Sénégal impriment littéralement des tonnes de faux billets de banque guinéens pour inonder le pays, provoquer l'hyperinflation et ainsi l'effondrement de la monnaie. Pendant ce temps, les experts français en opération clandestine fournissent des armes et de l'entraînement des rebelles guinéens afin de causer des violences et du chaos. L'objectif est clair, faire regretter l'indépendance à la Guinée. Cela dit, dans le cas précis de Sékou Touré, les tentatives de la France échouent, s'accrochent. Mais quand même, l'histoire de la Guinée et l'échec de l'opération Percy sont des points tournants, car ils forcent la France à réfléchir autrement et à développer une nouvelle stratégie face à ses colonies. Puisque clairement, la marche de l'histoire est inarrêtable et les indépendances auront lieu avec ou sans l'accord de Paris. Alors, pourquoi les combattre futilement quand on peut tout simplement les contrôler en les organisant soi-même, en installant au pouvoir des proches de la France qui sont favorables à ses intérêts et en s'assurant qu'ils y demeurent par tous les moyens nécessaires. Alors Exactement. l'indépendance ne change Le cas de absolument rien. Sassou Nguesso. La France doit opérer comme d'habitude avec le même accès aux ressources et les mêmes privilèges coloniaux. En seulement de Paul quelques mois, Biya, les années 1960 et 61, tous des les Bongo, États de la communauté française obtiennent leur indépendance. Les leaders installés sont presque tous compromis d'une manière ou d'une autre. En fait, des agents secrets sont infiltrés auprès de chaque présidence africaine, souvent directement au palais présidentiel. Les conseillers français sont assignés à pratiquement tous les ministres et ce sont eux qui tirent les ficelles de tous les grands dossiers. Immédiatement, la France s'empresse de signer des accords souvent secrets avec les nouveaux États indépendants sous son influence pour sécuriser son accès privilégié aux ressources naturelles comme le pétrole, l'or et l'uranium. En échange, Paris s'engage à maintenir au pouvoir les leaders complices tout en leur offrant une assistance économique et bien sûr, en cas de besoin, militaire. Ceux qui acceptent de collaborer au pillage de leur pays se voient couvrir de pots de vin et érigés en leaders légitimes et démocratiques. Ceux qui refusent et qui réclament la véritable indépendance sont combattus avec l'aide de ces nouveaux régimes et présentés comme de vulgaires rebelles à écraser. Voilà donc la naissance d'un système érigé sous Jacques Foccart, un système dans lequel la France œuvre depuis les coulisses pour télécommander un réseau d'hommes politiques qui ne sont en fait rien de plus que de vulgaires marionnettes. Ces réseaux, connectant secrètement la France, l'Afrique et le secteur privé, sont surnommés sans surprise les réseaux Foccart. Foccart devient ici une personnalité absolument incontournable en Afrique francophone, un personnage presque mythique qu'on appelle Monsieur Afrique. On organise ses activités dans ce qui devient la cellule africaine de l'Élysée, une cellule dont on nie l'existence même pendant des années et qui opère en dehors de l'autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, à travers sa société d'import et d'export de fruits nommée Safiex. Jacques Foccart met sur pied un canal secret permettant aux leaders africains de financer la caisse électorale du général. En fait, Foccart est si influent que lorsque le président des États-Unis, John F. Kennedy, écrit une lettre à la main au général de Gaulle pour le prévenir que Foccart est un espion soviétique, à Paris, personne n'y croit. On présume plutôt que les Américains tentent vainement de neutraliser un homme qui gêne les intérêts d'Afrique.
partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, les réseaux FOCAR sont extrêmement actifs et produisent dans plusieurs pays des circonstances politiques tout à fait grotesques. Des dictateurs déguisés en démocrates pour le bien de la cause, des élections truquées qui frôlent la parodie, des familles dynastiques qui restent au pouvoir pendant des décennies alors que ceux qui tentent de les renverser sont combattus comme des rebelles et des terroristes. C'est la fameuse France-Afrique. Un nouveau type d'empire français, un empire qui refuse de prononcer son nom. Une machine bien huilée par la corruption systématique d'un réseau d'élites africaines parfaitement satisfaites d'être les complices du pillage de leur pays. Évidemment, tout ça est quelque peu abstrait et facile à dire sans exemple concret. Donc, les amis, je vous propose d'examiner quelques cas notoires et particulièrement évocateurs afin de mieux comprendre comment se déploie vraiment cette fameuse France-Afrique et ce, jusqu'à aujourd'hui. Commençons avec le Cameroun, puisque ça illustre très bien la stratégie de fausse indépendance dont il était question plus tôt. Durant les années 50, les indépendantistes du Cameroun se réunissent dans un parti appelé l'UPC. Pendant des années, la France les emprisonne, les réprime et va même jusqu'à assassiner 2 de ses leaders. Une fois les indépendantistes en déroute, ils installent à la tête du Cameroun un leader favorable à la France, Amadou Ahidjo, et s'assurent qu'il reste au pouvoir par la fraude électorale. On dira plus tard d'Ahidjo, on avait quasiment tout fait pour lui en mettant des paquets de bulletins dans l'urne. Dans l'armée camerounaise, presque tous les officiers sont français. Paris garde le contrôle sur les ressources stratégiques du Cameroun tout en combattant avec l'aide d'Ahidjo les véritables indépendantistes dans ce qui deviendra une guerre civile tragique, la guerre du Cameroun. Ahidjo, l'homme de la France, reste au pouvoir pendant 22 ans, instaurant un régime autoritaire où la corruption frôle la caricature. L'argent du pétrole est déposé directement dans des comptes en France et en Suisse, alors que des milliards de dollars sont détournés dans les poches du régime et des pétrolières. Lorsque Paris sent que Ahidjo devient un problème, on lui choisit un successeur, un certain Paul Biya. Appuyé par la France, il applique à la lettre les demandes de la Banque mondiale et du FMI en réduisant les salaires de l'État par 60% pour rembourser la dette. Avec une fortune évaluée à au moins 200 millions de dollars, Paul Biya est toujours au pouvoir aujourd'hui. À 90 ans, c'est le plus vieux chef d'État du monde. Bientôt, avec l'aval de la France, son fils prendra le relais. Et la farce continue. Un autre exemple similaire, c'est celui du Togo. Quand le premier président Sylvanus Olympio tente d'affranchir le Togo du franc CFA et d'équilibrer les relations avec la France, il est assassiné par un protégé de Paris qui deviendra bientôt lui-même le président pour le reste de sa vie, Gnassingbé Eyadema. Eyadema dirige le Togo pendant presque 40 ans, maintenu au pouvoir par de multiples interventions militaires de la France en sa faveur. Hier, par 2 fois, les avions Jaguar ont survolé la capitale Lomé. Les 200 parachutistes français, eux, sont stationnés. L'intervention française a, semble-t-il, rassuré et renforcé même le pouvoir du général Eyadema. En échange, des ententes sont signées afin de permettre à la France d'user comme elle l'entend de toutes les ressources stratégiques. À sa mort, son fils prend sa place. Et encore aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui dirige le Togo. Continuons avec un cas particulièrement d'actualité, le Gabon. Dès le début des années 60, notamment grâce à des réserves de pétrole abondantes, le Gabon devient un peu le cœur de la France-Afrique. Dès l'indépendance, un proche de la France nommé Léon Mba est établi comme président du pays, jouissant de presque tous les pouvoirs et interdisant tous les autres partis politiques. Encore une fois, des ententes sont signées avec la France pour l'accès aux ressources en échange de la protection de son régime. Ainsi, lorsqu'il est renversé pour établir une vraie démocratie en 1964, Jacques Foccart mobilise une intervention militaire de la France et Léon Mba est réinstallé par les armes. On lui conseille alors de se nommer un dauphin, quelqu'un qui pourrait prendre sa place en cas de problème. Jacques Foccart et Charles de Gaulle choisissent pour lui un vice-président, un certain Albert Bongo. Bongo devient rapidement le vrai leader et naturellement, c'est lui qui prend le pouvoir à la mort de Léon Mba. Ce que plusieurs ignorent, c'est que non seulement il a été choisi par les réseaux Foccart pour assurer un approvisionnement en pétrole à la France, mais encore plus, c'est littéralement un ancien agent des services secrets français. Parfois, la réalité dépasse la fiction. On surnomme le Gabon Foccarland, tellement le pays agit comme base arrière des réseaux Foccart. Des mercenaires français établissent leurs activités au Gabon. Ce sont les hommes de Bob Denard. Au fil des années, ils participent à une foule d'interventions clandestines, de guerres civiles et de coups d'État un peu partout à travers l'Afrique. Pour le reste de sa vie,
Albert, devenu Omar Bongo, organise l'extraction du pétrole gabonais au profit de la France, tout en détournant des milliards pour son bénéfice personnel. On apprendra plus tard que la pétrolière française Elf Aquitaine verse à Omar Bongo une prime secrète pour chaque baril de pétrole et chaque contrat. En fait, le cadre de la pétrolière confiera sous serment dans une enquête que l'entreprise versait environ 50 millions d'euros par année à Omar Bongo à travers des comptes suisses en échange de l'accès au gisement de pétrole. L'affaire Elf passe à l'histoire comme le plus gros scandale politico-financier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On découvre notamment que partout en Afrique francophone, des politiciens sont payés pour leur collaboration dans le trafic du pétrole. À la mort d'Omar Bongo en 2009, son propre fils Ali Bongo est nommé président après une élection truquée, toujours avec l'appui retentissant des réseaux Foccart et l'endossement personnel de Nicolas Sarkozy. Le président Sarkozy reçoit Ali Bongo à l'Élysée. Il le décore discrètement grand officier de la Légion d'honneur pour souligner les services rendus à la France. Les proches du pouvoir révéleront plus tard que la famille Bongo a financé la campagne électorale de presque tous les présidents de la Ve République. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous achetés avec des mallettes remplies à coups de millions. Dans un livre enquête sur le scandale des biens mal acquis, un conseiller gabonais affirme même que les remises d'argent ont lieu directement dans le bureau du président et qu'elles sont filmées par des caméras cachées afin de garder contre la France un redoutable moyen de pression. Le système est donc une machine bien huilée. En échange de leur collaboration, les leaders africains sont payés à même les revenus et ressources. Et avec cet argent, ils retournent la faveur en finançant les politiciens français qui facilitent le système en question. C'est sous le régime d'Ali Bongo, la drôle de relation privilégiée entre la France et le Gabon est perpétuée pendant encore plus de 10 ans. Pendant ce temps, les scandales s'accumulent, les gens en ont assez de la corruption et de la collusion. Puis, à l'été 2023, après une nouvelle élection pathétiquement frauduleuse, Ali Bongo tente de faire taire les critiques en coupant l'accès à Internet et aux médias. Cette fois, plutôt que de l'appuyer dans la répression, l'armée gabonaise choisit de le renverser dans un coup d'État stupéfiant. Immédiatement, la population célèbre dans les rues ce que plusieurs appellent le vrai jour de l'indépendance. D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place. Sans surprise, la France condamne le coup d'État et faisant preuve d'un culot et d'une hypocrisie sans pareil. Elle appelle à respecter les résultats de l'élection frauduleuse et à rétablir le régime dynastique des Bongo, au nom bien sûr de la démocratie. Prochain exemple choquant, le Congo-Brazzaville. Tout au long des années 80, sous le régime de Denis Sassou Nguesso, le pays touche seulement 17% des revenus de pétrole, alors que le reste revient aux intérêts français. Une entente extrêmement avantageuse, surtout lorsque comparée aux fameux 50-50 de plusieurs pays arabes. Pour le dire autrement, le Congo fait rire de lui. En conséquence, assez rapidement, les caisses de l'État se retrouvent complètement vides. La croissance est presque nulle et la dette s'accumule à une vitesse effarante. Lorsque l'URSS s'effondre au début des années 90, la situation empire et le régime de Sassou Nguesso semble vulnérable. Ainsi, Elf Congo, la compagnie pétrolière française, appuie un remplacement, Pascal Lissouba. Encore une fois, on finance son élection à coups de mallettes remplies d'argent. Or, quand Lissouba arrive au pouvoir, l'économie est carrément au bord du gouffre. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. Donc, il demande à Elf Congo une avance de 200 millions sur les redevances pétrolières, ce que la compagnie refuse. En réponse, Lissouba se retourne contre la compagnie. Il augmente les redevances sur le pétrole et va chercher son argent près d'une autre pétrolière, une américaine du nom de Oxy,
qui est plus qu'heureuse de fournir les fonds en échange d'un accès privilégié à 2 nouveaux gisements. C'est alors qu'entrent en scène les réseaux Foccart. Avec l'aide de la pétrolière française et de la famille Bongo, ont choisi de se débarrasser de Pascal Lissouba afin de réinstaller au pouvoir l'ami de la France, Denis Sassou Nguesso. Secrètement, le 1er novembre 1996, Jacques Chirac le reçoit à l'Élysée accompagné de nul autre que Omar Bongo. Les réseaux Foccart organisent la livraison d'armes pour équiper une organisation paramilitaire, Vous avez entendu ça? les Cobras. Vous avez Les armes entendu ça? arrivent par le Gabon, le Sénégal, l'Angola, parfois directement depuis Paris. Au moins 200 tonnes d'armement sont ainsi fournies aux fameux Cobras de Sassou Nguesso et rapidement, sans surprise, le pays est plongé dans une guerre civile sanglante. C'est la guerre du Congo. Ultimement, la guerre se solde avec la victoire de l'homme de la France, celui qui s'auto-proclame président, Denis Sassou Nguesso. Encore aujourd'hui, près de 45 ans après son arrivée au pouvoir, c'est toujours lui qui dirige le Congo-Brazzaville. Prochain exemple, la République centrafricaine et l'histoire incroyable de Jean Bédel Bokassa. Fin des années 50, le leader de la révolution centrafricaine et le père de l'indépendance du pays s'appelle Barthélemy Boganda. Boganda est un visionnaire qui veut créer avec d'autres pays africains les États-Unis d'Afrique latine. Il meurt dans un accident d'avion que plusieurs considèrent comme un assassinat des services secrets français. En fait, quand les enquêteurs trouvent des traces d'explosifs et débris, Je vais vous laisser écouter parce que du rapport et je dois aller rapidement, on surveiller installe au quelque pouvoir chose. un jeune dictateur de 29 ans, David Dacko. Les ressources naturelles, notamment les mines d'uranium et de diamants, sont exploitées par les intérêts français. Et ce sont eux qui touchent le plus gros des revenus. Donc, l'État centrafricain demeure extrêmement pauvre et Dacko est de plus en plus impopulaire. Pour équilibrer la relation avec Paris, il se rapproche de la Chine, ce qui dérange énormément la France. Ici, quand il est renversé par un cousin, Jean Bédel Bokassa, Paris s'en réjouit. Surtout que Bokassa est un partisan de la France, un ancien de l'armée française qui appelle De Gaulle papa et qui veut exempter les Français d'impôts. Bokassa s'allie avec la France. Il est reçu à l'Élysée avec tous les honneurs et peu de temps après, avec l'accord de Paris, il se déclare président à vie. La France voudrait bien résister, mais elle a peur que Bokassa se rapproche de l'ennemi juré des intérêts français en Afrique, Muammar Kadhafi. Bokassa veut l'argent de Kadhafi ainsi qu'une forme de contrepoids à l'influence française. En fait, il va même se convertir à l'islam pour plaire au colonel Kadhafi. Paris donne ainsi à Bokassa presque tout ce qu'il veut. Le président français, Valéry Giscard d'Estaing, est un ami personnel qui chasse sur les domaines de Bokassa. Ce dernier abolit la République pour créer l'Empire centrafricain et se couronner empereur Bokassa Ier. La France accepte de payer pour son couronnement avec l'argent des contribuables. Les images de l'événement sont si choquantes qu'elles font rapidement le tour du monde. La France est embarrassée, mais pire encore, les cadeaux à Bokassa ne changent rien dans son rapprochement avec Kadhafi. La France, qui combat les troupes de Kadhafi pour le contrôle d'un gisement de minerais près de la frontière avec le Tchad, commence à en avoir assez de la romance entre Kadhafi et Bokassa. Un émissaire du président français rencontre Bokassa pour le ramener à l'ordre. Mais ce dernier répond d'un coup de canne sur la tête du Français. Immédiatement après la rencontre à Paris, on ordonne aux services de renseignement de développer des scénarios pour renverser Bokassa et réinstaller au pouvoir nul autre que le bon vieux David Dacko. Le soir du 20 septembre 1979, alors que Bokassa se trouve en Libye pour consacrer son rapprochement avec Kadhafi, la France passe à l'action. Et c'est le début de l'opération Barracuda. Des agents du service Action prennent le contrôle de l'aéroport de Bangui et font atterrir un régiment de parachutistes français. Bokassa est renversé, il dit qu'on l'a trahi et seulement quelques jours plus tard, on comprend pourquoi. Quand on apprend que Valéry Giscard d'Estaing, le président français, a reçu de Bokassa de nombreux diamants à plusieurs occasions. L'affaire prend vite des dimensions énormes. On la surnomme l'affaire des diamants. Le président Giscard d'Estaing est ridiculisé dans les médias. En fait, le scandale est tel qu'il joue un rôle névralgique dans l'élection subséquente d'un nouveau président socialiste, François Mitterrand. Parenthèse. Des années plus tard, on apprit que Bokassa avait une raison plus d'en vouloir à Giscard d'Estaing lorsqu'il fut révélé que le président français entretenait pendant des années une relation secrète avec la femme de Bokassa, l'impératrice Catherine. Il déclare à un journaliste, « Giscard, il m'a piqué ma femme, il m'a piqué l'impératrice Catherine, ça se fait pas. »
Bref, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, les Français expriment leur désir d'une relation plus équilibrée avec l'Afrique. Le ministre responsable est alors Jean-Pierre Côte. Il dit vouloir changer les choses et forcer les pays à se démocratiser pour avoir droit à de l'aide française. Évidemment, il ne fait pas long feu. Ce sont les leaders africains eux-mêmes, menés par Omar Bongo, qui exigent qu'on s'en débarrasse. Il semble que le système lui-même refuse de mourir. En 1986, quand Jacques Chirac devient Premier ministre, il ramène aux affaires nul autre que Jacques Foccart, au grand bonheur des marionnettes de la France-Afrique. D'ailleurs, ces leaders complices de la France sont tous anxieux dans les années 80 face à la montée d'un révolutionnaire burkinabé aux idées qu'ils trouvent dangereuses, un certain Thomas Sankara. Dans son fameux discours de la dette, il dénonce l'exploitation financière de l'Afrique par les grandes puissances. Il demande l'annulation des dettes africaines. Moins de 3 mois plus tard, octobre 1987, Sankara est assassiné par Blaise Compaoré, qui dirige le Burkina pendant 27 ans. Jusqu'à 2014, quand des manifestations massives le forcent à prendre la fuite dans un avion français. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Nous, on dit non, on en a marre. Après le départ de Compaoré, Thomas Sankara devient un véritable héros national, reconnu comme le père de la révolution burkinabé. Évidemment, depuis ce moment, le méchant Burkina Faso est présenté comme un pays rebelle qui doit être dompté. La réalité, c'est qu'on pourrait présenter des exemples de la sorte pendant des heures, car depuis la naissance de la Ve République, aucun des présidents français n'a véritablement remis en cause le système de la France-Afrique. En fait, ce qui transforme le plus la relation avec l'Afrique à travers les années, c'est surtout l'évolution du contexte international. Au début des années 90, avec la chute de l'URSS, il devient difficile de brandir la menace communiste pour justifier la France-Afrique. La mode est à la démocratie un peu partout en Afrique francophone. Pour la première fois, on doit organiser de vraies élections. Or, après des années à exercer un pouvoir incontesté sur leur territoire respectif, plusieurs gouvernements cherchent à entraver le processus électoral. Et très souvent, la France tente elle aussi de protéger ses joueurs. En Algérie, par exemple, des militants islamistes qui se sont battus contre les soviétiques en Afghanistan sont rentrés au pays. Et maintenant, ils veulent se présenter aux élections. Étant opposés à la guerre du Golfe et qualifiant le gouvernement en place de parti de la France, leur discours plaît beaucoup à une frange de la population algérienne, mais il déplaît profondément à Paris. Les médias français prennent position. Dans le magazine Le Point, on surnomme Abbassi Madani, le chef du FIS, l'homme qui fait peur à la France. On dit qu'il cherche à établir un bastion de l'islam en Algérie. Quand il devient évident que les islamistes sont sur le point de gagner les élections, le gouvernement stoppe le processus, bannit le FIS et arrête des milliers de ses membres. Sans surprise, les militants exclus du processus démocratique se résignent à prendre les armes. Ils créent le GIA, le groupe islamique armé, et peu de temps après, le MEI, le mouvement pour un État islamique. Les attentats se multiplient. Le pays plonge dans la guerre civile et c'est le début de ce que les Algériens appellent la décennie noire. La réalité que tous ignorent à ce moment, c'est qu'en fait, c'est aussi le début de quelque chose de beaucoup plus gros. Car forcés de se replier dans le désert du Sahara, les islamistes algériens se font des amis, notamment au Mali et au Niger. Ils développent des réseaux et rapidement, le courant islamiste a des assises dans presque toute la région du Sahel. Alors, à ce moment, malgré leur influence, les groupes armés islamistes ne sont pas vraiment une menace sérieuse au Sahel. Ils commettent des vols, des enlèvements, mais somme toute, leurs moyens financiers et matériels sont relativement limités. En fait, les vrais problèmes commencent autour de 2011. Lorsqu'arrive le printemps arabe, l'Occident voit l'opportunité parfaite de se débarrasser une fois pour toutes de Mouammar Kadhafi. La France organise les rebelles libyens en groupes paramilitaires et secrètement, on leur promet la reconnaissance diplomatique s'ils renversent Kadhafi en échange de 35% du pétrole libyen. Les rebelles sont facilement vaincus par l'armée de Kadhafi, mais l'OTAN détourne un mandat de l'ONU pour bombarder directement la Libye. Kadhafi tombe. On installe un collaborateur de la CIA à la tête du pays, Khalifa Haftar.
Beaucoup de Libyens restent fidèles à Kadhafi, même après sa mort. Donc, le pays plonge dans une guerre civile qui dure encore aujourd'hui. Dans sa chute, l'armée de Kadhafi laisse derrière des dizaines de milliers d'hommes, désormais sans emploi et surtout des quantités incroyables d'armements et d'équipements militaires. Les gouvernements de la région s'inquiètent de voir les armes tomber entre les mains de rebelles, de djihadistes. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se produit. L'arsenal se retrouve entre les mains d'une multitude de groupes armés. Pire, des milliers de vétérans de Kadhafi sont en fait des Touaregs originaires du nord du Mali. Lorsque Kadhafi est renversé, les Touaregs prennent toutes les armes qu'ils peuvent emporter avec eux et retournent au Mali afin de fonder le Mouvement national de libération de l'Azawad, ou MNLA. Ainsi, moins de 90 jours après la chute de Kadhafi et en conséquence directe de cet événement, les Touaregs forment une alliance avec des groupes islamistes et déclenchent ce qu'on appellera bientôt la guerre du Mali. Dès le départ, près de la moitié de l'armée malienne retourne sa veste et rejoint les indépendantistes. Plusieurs n'ont simplement pas de loyauté envers un gouvernement central qu'ils voient comme inefficace et corrompu. Ils marchent sur le nord, presque sans résistance. Bientôt, ils contrôlent l'entièreté ou presque du territoire qu'ils réclament. Après avoir soutenu les Touaregs dans leur lutte, les djihadistes veulent maintenant imposer une version stricte de la charia, ce que refusent les Touaregs. Et rapidement, un conflit éclate entre les deux factions. Les Touaregs sont expulsés par les islamistes qui se retrouvent en contrôle de tout le nord du Mali. Bientôt, ils sont aux portes de la capitale. Le gouvernement malien est au bord de l'effondrement et la France commence à paniquer. Car la différence des Touaregs, les ambitions des islamistes dépassent largement le Mali. Ils occupent une partie de la Libye, de l'Algérie, du Niger, du Nigeria et du Burkina. Si les intérêts de la France sont relativement limités au Mali, ils sont considérables ailleurs, notamment au Niger, où les fameuses mines d'uranium fournissent alors 30% de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises. Il faut donc à tout prix empêcher les islamistes de prendre le Mali afin d'éviter un effet domino à travers la région. Début 2013, la France annonce le lancement de l'opération Serval, une intervention militaire in extremis pour empêcher la chute du gouvernement malien. Pour reprendre le nord et déloger les djihadistes, la France fait appel à nul autre que les rebelles Touaregs du MNLA. Ces mêmes Touaregs ayant déclenché la guerre du Mali seulement quelques mois plus tôt pour ensuite s'embrouiller avec les islamistes. Ça fonctionne à merveille. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. En quelques mois, les djihadistes sont battus. Or, le problème, c'est que cette collaboration entre Paris et les rebelles Touaregs provoque la colère de la population malienne. On dit que ce sont des terroristes et qu'ils devraient être combattus à juste titre. L'ambassadeur français Christian Rouillet s'oppose à cette collaboration, mais il est démis de ses fonctions et rappelé à Paris. Discrètement, la France organise des négociations avec les Touaregs afin que l'Azawad devienne une région autonome. Au Mali, plusieurs se sentent carrément trahis, non seulement par la France, mais par leur propre président. Des manifestations éclatent, les gens sont de plus en plus hostiles à la présence française. Certains questionnent les motifs et croient que le djihadisme n'est en fait qu'un prétexte pour occuper le pays. Le président est vu comme un complice, un subordonné de la France qui facilite le morcellement du pays au profit des Touaregs. Dans la presse malienne, on affirme que Paris a une entente secrète avec les rebelles pour le contrôle sur le pétrole du Nord. Chose est sûre, c'est que le sentiment anti-français est de plus en plus fort. Et pendant ce temps, les djihadistes font seulement continuer leurs activités dans les pays voisins. Ainsi, la France remplace l'opération Serval par l'opération Barkhane, cette fois avec un mandat beaucoup plus large, couvrant la région tout entière. Plusieurs, le dispositif déployé par la France est tout simplement démesuré. Selon les chiffres des renseignements français, dans toute la région du Sahel, les djihadistes sont environ 2 ou 3 000 au maximum. Et pourtant, la mission s'éternise. Conséquemment, le même sentiment anti-français gagne rapidement les pays environnants comme le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. D'après une enquête d'opinion au Niger par un groupe de recherche indépendant, nombre de Nigériens estiment que la France ne pense qu'à ses propres intérêts, que les Français et Américains mentiraient sur les raisons de leur présence, allant jusqu'à entretenir une violence servant leurs intérêts. Pour certains, la France n'est là que pour protéger ses amis. Et c'est ainsi que la table est mise pour les événements du Sahel qui attirent aujourd'hui l'attention du monde entier. En 2020, au Mali, les militaires exaspérés organisent un coup d'État et renversent l'allié de la France. Rapidement,
Plusieurs s'en inspirent et renversent eux aussi le pouvoir en place. Après le Mali, c'est au tour de la Guinée, un autre proche de la France qui est renversé après plusieurs élections truquées. Puis, c'est le Burkina Faso, le Niger et enfin, le Gabon de la famille Bongo. Le château de cartes de la France-Afrique s'effondre. Après des années, assurer un contrôle quasi total sur ses anciennes colonies, la position de la France en Afrique se retrouve plus menacée que jamais. Pour Emmanuel Macron, qui promettait la fin de la France-Afrique, c'est un moment critique, un véritable rendez-vous avec l'histoire. Quand la France a menacé d'envahir le Niger, immédiatement le Burkina et le Mali ont prévenu qu'ils viendraient à sa défense. Récemment, ils ont créé une nouvelle alliance militaire pour se défendre collectivement contre toute agression externe. C'est gigantesque. Et surtout, c'est très évocateur des motivations réelles derrière ce mouvement. Avec cette nouvelle coalition et l'effondrement de la dynastie Bongo au Gabon, devient limpide que la véritable cause du soulèvement actuel à travers l'Afrique dépasse largement le djihadisme et la lutte religieuse. Plutôt, c'est la poursuite du mouvement d'indépendance amorcé au cours des années 60, mais jamais réellement achevé, puisque systématiquement manipulé par les intérêts étrangers. Bien sûr, on peut choisir de voir l'Afrique à travers le prisme d'un conflit géopolitique impliquant la Russie et la Chine dans un grand combat contre l'Occident. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et quand on réfléchit de la sorte, on ignore carrément la volonté bien réelle des pays africains eux-mêmes. Chers amis, comprenons bien que ce sont des acteurs politiques lucides et ainsi, soyons parfaitement conscients que l'appel de l'Afrique à la Russie, à la Chine, est loin d'être une manœuvre enthousiaste. Eh bien, une tactique résignée et défensive, un mal jugé nécessaire pour enfin briser le cycle de la dépendance envers Paris. Ceux qui remettent en doute l'asservissement sont systématiquement punis, déstabilisés, assassinés et remplacés. On crée un monde dans lequel les seuls qui sont autorisés à diriger sont forcément des collaborateurs et des usurpateurs. L'asservissement est donc le prix de la stabilité. Comment s'étonner que se produisent des coups d'État quand on confisque l'option de la démocratie au peuple qui désire devenir libre? Comment voir dans ces coups d'État autre chose que l'expression la plus flagrante d'un rejet déterminé de la France-Afrique et de tout ce qui vient avec? La porte de la liberté est verrouillée à double tour depuis des centaines d'années. Il est normal que certains s'exaspèrent et finissent par l'enfoncer. Combien d'élections doivent encore truquer les Bongo, Biya, Sassou Nguesso de ce monde pour qu'on les considère enfin comme des adversaires de la démocratie? J'entends déjà certains me balancer que je suis contre l'Occident, que je préfère la Chine ou la Russie. La dissonance cognitive trouve toujours un prétexte de rejeter ce qui nous choque. Mais justement, si c'était la Chine et la Russie, on se lancerait sur les murs pour que ça s'arrête. Mais quand c'est nous, il ne faudrait surtout pas nommer le problème. Si je critique l'Occident, c'est parce que malgré le sentiment de honte qu'on puisse ressentir, la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous n'a consenti explicitement à ce que nos gouvernements agissent de la sorte. Et je crois sincèrement que si le récit officiel n'était pas aussi contaminé par les demi-vérités et le mensonge, les gens seraient choqués et déterminés à ce que ça s'arrête. Si parfois se regarder dans le miroir avec une honnêteté brutale et avoir honte de ce qu'on a devant nous, c'est le plus beau geste d'amour-propre. Voilà exactement pourquoi je vous ai raconté tout ça. Pourquoi raconter l'histoire entière du colonialisme français pour comprendre les événements récents en Afrique. Vous voyez maintenant comme moi que tout ça est directement relié. Donc il aurait été malhonnête et profondément irrespectueux de faire autrement. Car l'histoire de la France-Afrique, ça n'appartient pas aux années 60 ou 80. C'est une histoire qui se poursuit toujours aujourd'hui. Les systèmes, les méthodes et même certains leaders sont toujours en place. Ces grands démocrates qu'on applaudit avec une larme aux yeux pour avoir truqué une élection de plus, on les décore, on les honore, on les arme, on les excuse, on les cajole. Plus hypocrite encore, on force le monde entier à jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle ces imposteurs dirigent en fait des gouvernements respectables et légitimes. Que tous ceux qui veulent la liberté la prennent. Du Congo jusqu'au Nil, de Bangui jusqu'à Bamako. Et si on leur refuse la clé, ils enfoncent la porte. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À très bientôt. Voilà. Une histoire de 1000 ans, de milliers de décennies que notre compatriote journaliste des nets
à essayer d'expliquer. Ça, c'est une explication que vous ne trouverez jamais dans un média, euh, dans un média occidental, que vous ne trouverez jamais dans vos chaînes publiques. Pourquoi? Parce que la vérité, on ne veut pas que les peuples sachent la vérité. Même les Français, les citoyens français, on leur cache la vérité. Les citoyens européens, on leur cache la vérité. D'où vous êtes en train de voir cette guerre de l'Ukraine. Mais c'est une guerre qui a été provoquée qui a provoqué la colère de Poutine depuis longtemps. Dans ce mensonge qu'on a toujours caché, soi-disant l'indépendance, la démocratie. Mais vous avez tous vu, ça c'est des preuves que nous vivons. Pourquoi aujourd'hui même la Fédération Congo? Parce que l'histoire que notre compatriote là vient d'expliquer, c'est l'histoire que le peuple Congo, la Fédération Congo vous a raconté depuis longtemps. Mais s'ils ne craignent rien, pourquoi on ne veut pas que cette Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, a été créé par le peuple Congo, qu'on a marre de se faire massacrer, de se faire, de se faire assassiner, de se faire appauvrir, de se faire piller leurs matières premières, qu'on ravit leurs terres, qu'on remplace son peuple par les étrangers rwandais, libanais, français, toutes les nationalités possibles, à repousser les peuples Congo à l'exil pour remplacer d'autres peuples sur les terres Congo. Voilà l'histoire de l'Afrique. Voilà la Bible que les pasteurs ne vous disent jamais. On nous parle toujours de la Bible, des versets de la Bible d'Israël, de tout, mais sauf l'histoire. La Bible est là. La Bible africaine de la race noire est là. Nous avons compris pourquoi aujourd'hui on ne veut pas que l'Afrique, la race noire, prenne ses responsabilités. Pourquoi on nous a détournés de la vérité. Vous avez tous compris. Les Occidentaux ont tellement fait du mal, ils ont tellement versé le sang des Africains pour les intérêts des Occidentaux, que même le président, l'ex-président Sarkozy, je pense que par le sang des Africains qui lui hante, qui les trouble, qui l'a troublé récemment, il est venu même avouer comment est-ce qu'ils étaient un peuple barbare, comment est-ce qu'ils étaient sauvages. Souvent, ils disent que c'est nous les Noirs qui sommes sauvages. Mais quand vous voyez ce qu'ils font, le sang qu'ils ont versé, le terrorisme qu'ils ont créé eux-mêmes, les scandales, les massacres, les génocides qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Voilà que nous sommes en train de vous dire, les Africains, réveillons-nous. Ça, c'est notre période, c'est notre moment. Si nous ratons ce moment, c'est fini. Nous n'allons plus avoir les terres africaines. L'Afrique va disparaître. Parce que c'est ça leur problème. De la façon dont ils ont remplacé les Indiens aux Américains, dont les Indiens n'existent plus, c'est comme ça qu'ils veulent remplacer l'Afrique noire. L'Afrique noire est le berceau de l'humanité. L'Afrique noire est l'avenir mondial. Voilà pourquoi on veut nous exterminer. Voilà pourquoi on veut nous étouffer de connaître notre vraie identité, de connaître notre vraie histoire. Ils l'ont dit eux-mêmes, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. C'est pour ça qu'ils sont en train de vouloir nous laisser dans l'ignorance. C'est pour ça qu'ils ont détruit le système éducatif en Afrique, pour ne pas que l'Africain puisse connaître son histoire, son identité. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui, au lieu d'avancer, au lieu de se développer, nous sommes restés. Nous n'allons que dans... nous avançons que par le bas. Nous faisons que reculer.
Mais notre jeunesse aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, nous allons vous apprendre l'histoire. Parce que nous allons chercher l'histoire, la vraie histoire, vous allez la connaître sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que vous allez apprendre à l'école. Car à l'école, ils ont fait l'histoire à leur image, à la beauté, que nous les prenons comme des saints, que nous les prenons comme les dieux sur terre, alors que ce sont des criminels et des gangsters. Pour ce peuple Congo, vous avez compris votre histoire. En quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures, vous avez compris votre histoire. L'histoire Congo a été falsifiée depuis des décennies, avant même la conférence de Berlin. C'est là que l'histoire des Congo avait été falsifiée. Vos présidents qu'on vous met à la tête par rapport à la démocratie, par rapport aux élections, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe dans l'obscurité. Dans l'ombre, ils placent déjà les gens qui sont leurs agents pour venir détourner la tranquillité des peuples africains, la tranquillité des peuples autochtones. Réveillons-nous. Peuple Congo, partout où vous êtes au monde, n'hésitez pas de signer la pétition, car cette pétition restera dans l'histoire. Le changement de l'Afrique, le changement des Congos passera par la Fédération Congo, dont nous veillons que les traites ne s'infiltrent pas dans cette histoire. Nous allons changer l'histoire, nous allons ramener la vraie histoire, la vérité de l'histoire Congo, des problématiques Congo. Nous allons vous exposer ça. Mais nous avons besoin de cette armée Congo, conscient de notre identité pour sauver ce Congo de demain. Nous n'avons pas d'autres terres. Les terres Congo nous appartiennent. Peuples africains, peuple Congo, signez massivement la pétition. Je ne sais pas si ce documentaire va être censuré, mais nous allons nous arranger à ce que notre peuple sache la vérité. Car nous venons là pour vous relater la vérité. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne connaissons pas notre histoire, si nous ne connaissons pas notre identité. Et cette identité, c'est ce que nous sommes en train de venir vous parler, vous informer, vous apporter à travers nos réseaux sociaux, à travers nos écrans. Alors, peuples africains, peuple Congo, passez un bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Cette vidéo va vous apprendre beaucoup de choses de notre histoire. Cette vidéo va vous réveiller, va vous sortir dans la distraction dont vous êtes encore aujourd'hui. Cette vidéo va vous emmener à être les soldats de l'Afrique, les soldats de votre territoire, les soldats de votre terre, les soldats de notre territoire, les soldats de notre nation. Pour ceux, eux, ils tiennent les armes. Nous devons tenir les armes pour sauver notre nation, pour sauver ce qui nous appartient, pour sauver notre existence. Il n'y a pas de paix sans une bataille. Il n'y a pas de paix sans payer un prix, sans des sacrifices. Et ces sacrifices-là ne peut se faire sans l'infusion de sang. Mais si nous pouvons arriver à libérer nos peuples, sans cela, tant mieux. Mais si cela dépend à ce que nous puissions tenir les armes, nous allons tenir les armes. Parce que ces gens-là ne connaissent que la voie de la violence, ne connaissent que la résistance. Parce que depuis des décennies, nous avons été à leur merci, nous avons vu le résultat. Alors sur ce, mes chers matriotes, les chers Congo, signez massivement la pétition et soutenez ce Conseil fédéral qui est là pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt des peuples Congo, pour l'intérêt des peuples africains. Tenons-nous la main dans la main
pour affronter notre ennemi, l'ennemi qui est en face de nous depuis des décennies, qui a toujours voulu que les peuples africains, qui ont tué tous nos leaders, qui ont voulu toujours que les peuples africains restent leurs esclaves, restent leurs nègres de maison, restent leurs essuie-pieds aux paillassons. Alors, peuples africains, ici c'est Maman Olga, depuis les États-Unis, la gouverneure de Pangala, la maman des voix sans voix, la gardienne du temple de Pangala. Ici, rien ne va passer. Ici, les traites n'ont pas leur place. Ici, la trahison n'a pas sa place. Tous ceux qui viendront pour détourner la vérité et le combat, la lutte de notre peuple, nous trouvera sur son chemin. Ceci j'ai dit. Vive la Fédération Congo. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Signez massivement la pétition de la Fédération Congo.